Bonjour, je suis Pam Pearson, directrice de l'initiative internationale Cryosphère pour le climat, qui est axée sur les politiques et les programmes visant à préserver la cryosphère de la Terre dans un climat qui se réchauffe. Et nous allons aujourd'hui explorer rapidement la dynamique de la cryosphère dans le monde, qui est étudiée par les diplomates et les scientifiques avec lesquels l'ICCC, mon organisme, travaille quotidiennement. Et c'est un point de vue qui dépasse l'Arctique, car l'Arctique est certes une région de la cryosphère, mais nous pouvons retrouver cette dynamique dans d'autres régions. Et alors que l'Arctique a le Groenland et la Baltique arctique et le permafrost, dans le reste du monde, en particulier dans l'Antarctique, qui est fondamental pour l'élévation du niveau de la mer, on trouve évidemment les montagnes, les glaciers, la mer et le lac, le permafrost et la neige. Donc je vais axer un petit peu plus sur l'Arctique, mais aussi sur les autres dynamiques de la cryosphère qui sont importantes. Je vais également parler des autres profils d'évolution des températures et des émissions. C'est peut-être une simplification, mais pour que vous puissiez suivre. Donc un profil de 1,5 degré au moins, cela représente 1,6 degré en 2100. Et les modélisateurs du climat utilisent ceci pour parler principalement des profils de 1,5 degré. Et les engagements actuels des accords de Paris nous amèneront à 2,6 degrés en 2100. Et l'augmentation de nos émissions actuelles nous ferait atteindre environ 4,5 degrés d'ici à 2100. Mais ceci est également associé aux concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et 1,5 représente 450 ppm et Paris nous fait qu'ultimer à 600 ppm et les émissions élevées se situent entre 900 et 1200. Donc ce sont des profils élevés et gardez cela à l'esprit au fil de la présentation. Nous sommes vraiment au-delà des normes, surtout en ce qui concerne les concentrations de CO2 à l'heure actuelle. Et parce que lorsque la planète est passée entre les glaciers de la période glaciaire et l'ère interglaciaire, le CO2 n'est passé que de 180 ppm à 280 ppm. Ça a été entraîné notamment par de très lents et légers changements orbitaux. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous nous sommes écartés de la façon dont la planète a fonctionné ces 3 derniers millions d'années. Alors, donc, la banquise perdue dans l'Arctique suit de très près les émissions de CO2. Pour chaque tonne de CO2 que nous émettons, nous perdons environ 3 mètres carrés de banquise arctique, mais cela dépend surtout de la température. Et environ, donc avec 1,7 degré, il y aurait une période sans glace dans l'Arctique la plupart des étés. Et cette situation sans glace sera plus longue si les températures augmentent et elle pourrait s'étendre de juillet à octobre certaines années lorsque nous atteindrons 2 degrés. Ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la banquise pluriannuelle et il faut voir celle-ci comme les récifs coralliens de l'écosystème arctique. Et donc il est important de la préserver si nous voulons préserver une partie de l'écosystème arctique pour les humains et pour les autres organismes. Donc l'élévation du niveau de la mer est surtout associée dans l'Arctique au Groenland, mais je vais en parler surtout en ce qui concerne l'Antarctique. Et il faut savoir que le Groenland connaît une élévation du niveau de la mer d'environ 6 mètres. Aujourd'hui, les pertes de permafrost dans la région arctique sont assez importantes, mais lorsque l'on parle de permafrost, il faut également parler des émissions de carbone, pas simplement les émissions actuelles, mais également dans le temps. Et on pense que le permasol continue à émettre du carbone sous forme de CO2 et de méthane pendant 200 ans. Donc plus nous allons permettre aux températures d'augmenter, plus nous allons obliger les générations futures à compenser les émissions de carbone du permafrost par des émissions humaines négatives, afin de rester en dessous de certaines températures. Passons maintenant au reste de la cryosphère. Malheureusement, les glaciers de basse altitude ou de montagne tropicale ont déjà été perdus avec les températures actuelles. Mais si nous passons aux latitudes moyennes, par exemple dans les Alpes, les Rocheuses, en Patagonie, nous pouvons préserver de grands bouts de ces glaciers à 1,5 degré. Mais à 2 et certainement à 3 degrés, on perdrait également ces glaciers qui suivraient le chemin des glaciers tropicaux. Et aux altitudes et latitudes élevées, en particulier dans l'Himalaya, dont dépendent 2,5 milliards d'humains pour leur approvisionnement saisonnier en eau, la durabilité de l'eau provenant de la neige est bien meilleure, et de même que celle des glaciers, si l'on peut rester en dessous de 1,5 degré. Et si l'Arctique et le Groenland sont deux faces très différentes d'une même pièce de monnaie, des dynamiques similaires les animent, mais l'Arctique souffre déjà d'une élévation du niveau
niveau de la mer de 5 à 15 mètres. Et il y a de plus en plus de preuves de l'existence de seuils en Antarctique en raison de différents types d'instabilité qui pourraient conduire à des tournants qui ne cesseront peut-être pas de se produire, même si nous sommes capables de faire baisser les températures à nouveau. Et ceci pourrait être plus rapide que ne le montrent la plupart des modèles. On pourrait voir jusqu'à 15 mètres d'élévation du niveau de la mer, rien que en Antarctique, d'ici 2500, si nous dépassons ces seuils. Donc la politique a un véritable rôle à jouer. Pour ce qui est des océans polaires, nous commençons à voir des niveaux d'acidification sans précédent alors que le CO2 augmente. Les océans absorbent notre CO2 et dans un profil de fortes émissions que l'on voit dans le globe ci-dessus, donc en haut, vous pouvez voir de vastes quantités d'océans arctiques et méridionaux qui sont tous très important pour la pêche, et même donc dès 2100 et même dans un cas de 1,5 degré, on observe toutefois des niveaux d'acidification importants, même dans certaines parties de l'Arctique. Et d'ailleurs, nous le constatons dès aujourd'hui, car il y a certains dommages causés aux coquillages dans les eaux polaires, alors que nous ne sommes qu'à 415 ppm. Et pour les espèces océaniques, l'acidification est essentiellement permanente, car il faut entre 50 000 et 70 000 ans pour que ces océans puissent servir de tampons. Donc il est très important de maintenir les niveaux de CO2 à un niveau bas dans tous les océans du monde. Et donc les seuils de la cryosphère ne concernent que la température et le CO2, et ce qui a des conséquences lorsque l'on parle de technologie de modification du climat. Il faut savoir que la majeure partie du réchauffement polaire ne provient pas de dynamiques qui ont lieu au pôle, mais plutôt à des basses latitudes. Et donc là, vous voyez ici le transport de chaleur dans l'Atlantique Nord vers les eaux qui entourent le Groenland. Il y a également un transport de chaleur atmosphérique. Donc le simple fait de faire quelque chose pour ou contre le réchauffement de l'Arctique peut ralentir légèrement les choses, mais la majeure partie du réchauffement provient en réalité des autres régions de la Terre. Et lorsque l'on examine les technologies de modification du climat qui impliquent l'injection de sulfate afin de réfléchir le rayonnement solaire, il ne faut pas oublier les pluies acides, qui sont un impact de la pollution par le sulfate émanant des centrales électriques au charbon. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, et voilà, et c'est vraiment de cette façon que le mouvement pour l'environnement a commencé, à cause donc de l'impact des pluies acides sur les forêts du monde entier. Alors, passons maintenant à un autre type de technologie de modification du climat, la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Elle pourrait faire quelque chose et pourrait donc être largement utilisée dans l'Arctique, mais il faut se rappeler que ces écosystèmes sont déjà soumis à de fortes pressions, ils sont assez fragiles à cause des dynamiques telles que l'effondrement du permafrost. Que vous voyez ici à gauche. Il y a également les lacs de thermokarst et aussi lorsque l'Arctique se réchauffe à cause de la tourbe et des feux de forêt. Donc on peut réussir à capturer le carbone dans la biomasse, mais s'il y a ensuite un seul incendie, eh bien cela est perdu dans l'atmosphère. Pour la gouvernance, nous avons déjà quelques forums qui agissent, notamment sur les pôles. Il y en a d'autres dans d'autres régions aussi. Mais le Conseil de l'Arctique est connu pour être une organisation qui élabore des politiques, mais qui ne prend pas des décisions. Et le traité de l'Arctique compte 54 parties, différents comités scientifiques. Et le point commun aux deux forums, c'est qu'en termes de climat, ils sont prêts à parler des impacts climatiques sur leur région, mais s'ils sont très résistants à l'action climatique. Et je le dis en tant que personne qui tente de plaider pour une action climatique meilleure et plus proactive dans les deux forums, mais il diffère en ce point de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et il y a un argument en faveur de cela parce qu'en termes de technologie de modification du climat, les politiques ont partout des impacts mondiaux et si je parle comme diplomate, je peux dire qu'il est toujours tentant d'apporter de vieux problèmes dans de nouveaux forums, mais ils vous essuivent le plus souvent. En outre, bien que le rapport spécial du GIEC sur le 1,5 degré traite très spécifiquement de la question des 1,5 degrés et autant que possible des 450 ppm, cela demande des changements systématiques rapides, mais cela reste possible si nous réduisons fortement les émissions au cours des 10 ans à venir, atteignons la neutralité carbone en 2050 dans tous les secteurs
acteurs et dans tous les pays et parties prenantes. Et donc voilà ce à quoi cela ressemble graphiquement, avec de fortes réductions et la neutralité carbone en 2500 et avec un certain niveau d'élimination du CO2 plus tard dans le siècle. Et pour la cryosphère, une moindre dépendance sera meilleure et il faut le faire le plus tôt possible avant 2600 afin d'empêcher le dépassement. Donc, ces changements sont-ils possibles? J'ai parlé la semaine dernière avec les principaux auteurs du rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degrés et ils disent que c'est encore physiquement et écologiquement possible de rester dans cette limite du 1,5 degré. Nous avons pour ceci la technologie nécessaire et nous avons également les moyens économiques et en plus cela va apporter des avantages économiques. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique. Donc nous pouvons rester en dessous des 1,5 degrés, c'est une question de volonté et là c'est à nous de prendre les choses en main. En résumé, pour ce qui est des températures et des émissions pour la cryosphère, le dépassement n'est pas une option. 450 ppm est une limite du CO2 en raison de leur réaction sur les océans polaires. On ne peut pas véritablement compter sur les régions arctiques dites stériles pour la biomasse de l'élimination du CO2, notamment parce que les régions arctiques ne sont pas stériles, mais uniques, et qu'elles ont des cultures autochtones et des écosystèmes qui sont déjà menacés. Et il ne faut pas oublier la menace des pluies acides, la réponse de la cryosphère au pic de température, et il faut se rappeler qu'il s'agit d'importants écosystèmes entre l'homme et la montagne en dehors de l'Arctique. Donc, pour ce qui est de la gouvernance et pour la cryosphère, neutralité carbone d'ici à 2050, une réduction de 30 à 50% des émissions d'ici 2030 et une EDC limitée et uniquement avec les éléments ci-dessus et de préférence commencer avant 2060 sans dépassement. Et il faut se concentrer sur les réductions après la stabilisation. Les approches de gestion du rayonnement solaire comportent de grands risques. Et enfin, il ne faut pas confondre ne veut pas avec ne peut pas et les politiques avec la physique. La gouvernance ne sera probablement pas plus facile pour les techniques de modification du carbone dans nos négociations actuelles. Et il faut éviter les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire ne pas s'avouer vaincu d'avance. Donc une cryosphère stable est un climat sain et si vous cherchez des citations de l'une de ces dynamiques aux conclusions, vous les trouverez dans le rapport sur la cryosphère à 1,5 degré que nous avons publié lors de la COP Madrid l'année dernière. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.